s'est rassemblée pour permettre la réunion ce soir et je présume qu'avec les organisateurs, je peux me réjouir de vous voir si nombreux, alors que, à la différence de 2005, où nous étions ici, il n'y a pas le même type d'enjeu dans la mesure où la possibilité de nous exprimer ne nous sera pas, en tout cas pour le moment, donnée. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une nouvelle étape d'un processus qui a commencé en 1957, par lequel, au nom de l'Union des peuples d'Europe, des pouvoirs sont conférés dans des domaines politiques de plus en plus importants et dans des domaines financiers à des structures, à des institutions qui échappent à tout contrôle démocratique. C'est ce qu'on appelle la méthode Monnet, Jean Monnet. À ce stade-ci, nous sommes confrontés à trois textes que je vais essayer de vous présenter ce soir, et puis nous en débattrons si vous le souhaitez. Le premier est celui dont vous avez l'intitulé devant les yeux. C'est le mécanisme européen de stabilité, qui est en fait une mise en forme légale dans le cadre d'un traité des initiatives qui ont été prises depuis 2007-2008 pour faire face à la crise, de la dette. On légalise ce qu'on est en train de faire déjà depuis 4 ans. C'est un élément pour ce qui nous concerne, en tout cas nous Français, d'un triptyque. Le deuxième tableau que je présenterai ensuite, c'est le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union européenne, le TSCG, pacte budgétaire plus souvent appelé. Et le troisième, c'est le projet de loi organique que le Conseil des ministres a approuvé mercredi et qui met en œuvre le pacte budgétaire. Donc je vais essayer, excusez-moi, ce sera un peu pédagogique, peut-être un peu scolaire, mais je pense que c'est indispensable que vous puissiez vous approprier vous-même les textes. C'est la méthode que j'avais utilisée en 2005 à propos du TCE. Je pense qu'elle fut assez efficace, donc je m'y remets. Et nous commençons par ce MES. Le MES, le mécanisme, a déjà été ratifié par la France, qui fut la première. C'est-à-dire, dans l'urgence, le gouvernement précédent a demandé à l'Assemblée nationale de ratifier ce traité, qui ne l'est pas encore par tous les autres États signataires. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la création d'une institution financière. Pour ceux qui sont au fond, je vais lire parce que je crois que c'est un peu petit comme caractère. Par le présent traité, les parties contractantes, c'est-à-dire les 17 pays de la zone euro, instituent entre elles une institution internationale financière dénommée Mécanisme européen de stabilité. Alors ces gens qui n'arrêtent pas de nous dire qu'ils veulent réguler le capitalisme financier n'ont pas trouvé d'autre idée que d'installer cette nouvelle institution au Grand-Duché de Luxembourg, qui, comme chacun sait, est un paradis fiscal, qui, comme chacun sait, est un des acteurs décisifs de la spéculation financière mondiale. 17 États ont signé et ce traité est bien entendu ouvert aux autres États membres, comme l'indique l'article suivant. Quel est le but? Le but, c'est de mobiliser des moyens financiers pour venir en aide, en soutien à un État dont la situation financière serait de nature à mettre en péril la stabilité financière de la zone euro. Mais cette aide, ce soutien, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge parce que c'est vraiment là le cœur du problème, se fera sous une stricte conditionnalité. Ceux qui sont un peu familiarisés avec les pratiques scandaleuses du Fonds monétaire international reconnaîtront tout de suite le mot conditionnalité, ce mot par lequel, à travers les fameux programmes d'ajustement structurel, on a démantelé les services publics dans tous les pays qui sont passés sous la coupe du FMI. La deuxième partie de l'article 3 est extrêmement importante pour comprendre
ou en tout cas pour analyser la crédibilité du système. Parce que qu'est-ce qu'on dit? C'est que le MES peut lever des fonds auprès de n'importe qui, auprès des pouvoirs publics, des États signataires, mais aussi auprès de n'importe quel acteur privé, ce qui ne manque pas d'avoir des conséquences. Comment va-t-il être organisé? Il y a deux niveaux. Il y a un niveau de décision politique qui s'appelle le Conseil des gouverneurs, les gouverneurs étant les ministres des Finances des 17 États membres du MES, auquel on invite le président de la Banque centrale européenne et le président de l'Eurogroupe. Le président de l'Eurogroupe, c'est M. Juncker, le Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg. Il ne devra pas faire un grand chemin pour y aller. Et il est dit que le FMI, qui n'est à ma connaissance pas une institution européenne, mais qu'on voit sévir de plus en plus en Europe, peut être invité. Ça, c'est le niveau, disons, politique de l'institution. Le niveau où se décidera le fait d'octroyer ou de ne pas octroyer un soutien financier. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est un conseil d'administration avec un directeur général, c'est pour la gestion de l'institution, c'est pour la gestion de cet organisme. Alors, ce qui est intéressant, et quand je dis intéressant, je suis gentil, c'est de voir les protections dont on a doté cette institution. J'ai comparé avec les statuts du FMI, comme diraient les gamins, c'est plus pire. Parce que, vous lisez avec moi, le MES et ses biens, ses financements et ses avoirs, où qu'ils soient situés, quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction sous tous ses aspects. Et pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, ce que j'ai mis en rouge, on a des paragraphes 4, 5 et 6 qui expliquent ce que ça veut dire l'immunité de juridiction. Les biens, les financements et les avoirs, où qu'ils soient situés, quel qu'en soit le détenteur, ne peuvent faire l'objet de perquisition, de réquisition, de confiscation, d'expropriation et de toute forme de saisie ou de mainmise de la part d'un pouvoir exécutif, c'est-à-dire d'un gouvernement, d'un pouvoir judiciaire, c'est-à-dire la justice, d'un pouvoir administratif ou législatif. Ça veut dire que cette institution est à l'abri de tous les tribunaux, de tous les gouvernements, de tous les parlements des 17 États qui en sont membres. Ces locaux sont inviolables, de même que ces archives. Et ce n'est pas terminé, ça c'était pour l'institution, ça c'est pour ceux qui la font fonctionner. Eux-mêmes aussi, tenus au secret professionnel, jouissent d'une immunité totale et ne peuvent être en aucune façon poursuivis pour les actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient de la plus totale inviolabilité ainsi que leurs papiers. Donc, pas touche. Par contre, le MES, lui, il peut. Le MES, il peut agir en justice contre des États qui seraient défaillants par rapport au mécanisme lui-même. Et comment ça peut se passer? Ça va se passer devant une institution dont on parle trop peu, beaucoup trop peu, la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne existe depuis le début. C'est un des créateurs du droit européen, de ce que certains appellent l'acquis communautaire. Parce que statutairement, la Cour est chargée du respect des traités. Mais elle arbitre des conflits entre une firme privée et un État, ou des conflits entre deux États. Et elle donne des arrêts. Elle prend des décisions. Ces décisions apportent un complément aux traités existants et donc créent du droit. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Or, il faut savoir que ce n'est pas du tout une institution neutre. On peut le constater à travers les arrêts qu'elle prend. D'abord, c'est elle, dans un arrêt fameux de 1964, qui a décrété le primat du droit communautaire sur le droit des États membres. Plus récemment, c'est elle qui a condamné un pays pour sa pratique du droit de grève. C'est elle qui a condamné un autre pays pour le niveau des salaires octroyés.
C'est elle qui a reconnu le droit de la Commission et du Parlement européen à breveter le vivant, le vivant, pas seulement le vivant végétal ou le vivant animal, mais le vivant humain. C'est une institution qui est loin d'être neutre. D'ailleurs, une caractéristique qu'on donne souvent à une institution pour définir sa neutralité, c'est que ses membres soient inamovibles et leur mandat ne puisse pas être renouvelé. Eh bien, le mandat des membres des magistrats de la Cour de justice de l'Union européenne est renouvelable. Donc, ils dépendent de ce renouvellement. C'est cette institution qui a une puissance extraordinaire parce que ses arrêts sont contraignants. Quand la Cour a décidé, c'est exécutoire. C'est exécutoire soit sous forme de sanctions financières, un montant global à verser, soit sous forme d'astreinte, un montant quotidien à verser. Voilà, c'est à cette institution-là, c'est à cette Cour de justice-là que devant lequel le MES pourra agir contre un État, contre un gouvernement. Lui, à qui on ne peut pas toucher, pourra le faire. Alors, comment ça va fonctionner? Bon, l'article 8 du traité indique que le capital autorisé est de 700 milliards d'euros, pas 500 comme on le lit encore souvent dans les journaux quand ils en parlent, 700. 700 milliards, c'est le montant total que les 17 États se sont engagés à verser, selon une clé de répartition où la superficie de la population, la superficie du territoire et le chiffre de la population sont les critères principaux. C'est de telle sorte que la France s'est engagée à verser 142,7 milliards d'euros, l'Allemagne un peu plus, 190. Il est évident que, bon, quand ce sera ratifié par tous les États qui doivent le ratifier, au moins 12 sur les 17, dit le texte, la France ne va pas verser 142,7 milliards d'un coup, elle n'en serait pas capable. Elle va faire un premier versement. Mais si on fait appel à elle pour un nouveau versement, elle s'est engagée, comme les autres États, comme les 16 autres États, à verser de manière irrévocable et inconditionnelle. Vous voyez qu'en signant ce texte et en le ratifiant, on se lie d'une manière forte au fonctionnement de cette institution. Et si d'aventure le MES était saisi d'une importante demande d'aide et que son fonds ne soit pas suffisant, le directeur général peut s'adresser aux 17 États membres qui se sont engagés de nouveau de manière inconditionnelle et irrévocable à verser dans les 7 jours. C'est vous dire si c'est cadenassé. Ça, c'est pour la contribution publique. C'est l'argent public qui sera fourni au MES. Comment ça va fonctionner? Eh bien, lorsqu'un État demande un soutien, mais là, c'est un scénario dont nous entendons parler pratiquement depuis 3 ans, c'est le scénario grec. Eh bien, c'est la Commission et la Banque Centrale Européenne, la Commission européenne, et la Banque Centrale Européenne qui évaluent le risque, c'est-à-dire la capacité de cet État à rembourser le prêt qui va lui être consenti. Et puis, c'est la Commission, la Banque Centrale Européenne et le Fonds monétaire international. On retrouve donc ce qu'on appelle la Troïka, les trois qui sévissent aujourd'hui à Athènes, qui vont estimer la soutenabilité de l'endettement de ce pays. Si le Conseil des gouverneurs du MES décide d'accorder un soutien, alors la Troïka va négocier les fameuses strictes conditions avec le pays en cause. Et puis, si la négociation aboutit, c'est la Troïka qui va surveiller le respect de ces strictes conditions. Nous allons venir tout de suite sur ce dont il s'agit quand on parle de strictes conditions.
Mais avant, je voudrais souligner les pouvoirs financiers. On a vu les pouvoirs judiciaires, voilà maintenant les pouvoirs financiers de ce mécanisme qui peut octroyer des prêts, ça on le sait, qui peut financer des banques, tiens donc, qui peut acheter et vendre des titres émis par un membre, donc par un État, qui fixe ses taux, et qui peut emprunter sur le marché des capitaux auprès des banques, des institutions financières ou, dit pudiquement, d'autres personnes. Un émir du Golfe, par exemple. Alors, ce que je dois vous dire à ce stade-ci, et c'est une sorte de parenthèse parce que les choses sont passées, mais il faut quand même se rendre compte de comment ceux qui nous gouvernent se comportent à l'égard des propres textes qu'ils nous ont fait adopter ou qu'ils ont adoptés entre eux, parce que le MES a été adopté en toute illégalité. Il y a deux méthodes pour modifier ou compléter les traités européens existants. Il y a la procédure normale, qui est un peu longue, puisqu'on décide soit de modifier les traités, soit de rédiger un nouveau traité. On convoque une conférence intergouvernementale, donc des délégués des différents gouvernements s'y mettent, ils travaillent là-dessus une semaine, un mois, 2 mois, un an, que sais-je. Ils aboutissent à un texte, ce texte est signé par les représentants des États membres et puis est ratifié. Ça, c'est la procédure dite normale. C'est la procédure qui avait été utilisée pour plusieurs des traités antérieurs. Et puis, il y a une procédure simplifiée, qui est rapide, puisque des États se mettent d'accord entre eux, signent un texte et le font ratifier. Seulement, il est dit qu'on ne peut pas utiliser cette procédure simplifiée pour accroître les compétences attribuées à l'Union. Or, vous l'avez vu, on donne de nouvelles missions à la Commission européenne, institution de l'Union, on donne de nouvelles missions à la Banque centrale européenne, institution de l'Union. On a donc bien augmenté les compétences de l'Union. Néanmoins, M. Juppé, quand il est venu en mars à l'Assemblée nationale, qu'il a demandé l'urgence, eh bien, il a fait passer ça au titre de la procédure simplifiée, ce qui est une violation des traités européens existants. Mais ce qui nous donne aussi la mesure du respect des traités quand ils veulent absolument aboutir à quelque chose. Alors, pour moi et pour beaucoup d'observateurs, ce MES, c'est en fait un FMI européen. C'est un FMI européen puisqu'il va obliger les États qui vont faire appel à lui à perdre la maîtrise de leur budget auprès d'une institution qui n'est pas élue, qui n'est soumise à aucun contrôle, mais qui par contre peut agir contre les gouvernements. C'est, comme je l'ai déjà indiqué, la transposition des programmes d'ajustement structurel du FMI. Le problème, c'est que ça ne va rien régler du tout. Rappelez-vous la première diapo que je vous ai montrée, deuxième paragraphe, et puis on l'a revu il y a un instant. Le MES peut lever des fonds n'importe où, sur tous les marchés, sur les marchés financiers. Pas seulement auprès des États, pas seulement la contribution qui aboutit à un total de 700 milliards. Parce que 700 milliards, s'il faut faire face à plusieurs pays en difficulté, ça ne suffira pas. Ils vont aller sur les marchés financiers. Mais à partir du moment où ils vont sur les marchés financiers, ils sont soumis aux agences de notation. Et donc, on ne règle pas le problème de la spéculation, puisqu'on s'y soumet. En plus, on va assister à quelque chose auquel on assiste déjà maintenant, mais qui est légalisé, c'est que les banques privées vont emprunter à la Banque centrale européenne pour pas grand-chose, comme taux d'intérêt. 1%, ou un tout petit peu plus, ou un tout petit peu moins, qui prêteront alors après au MES à un taux plus élevé, lequel prêtera, lui, aux États à un taux encore plus élevé. C'est quoi cette machine? J'ai envie de dire cette usine à gaz. C'est un mécanisme d'enrichissement des banques privées, au détriment des États, c'est-à-dire à notre détriment. Et donc, ce n'est pas avec ce mécanisme-là
qu'on va enrayer la crise de la dette. Alors, il faut que je constate les faits, je ne fais pas ici de polémique politique, mais vous vous souvenez peut-être de l'attitude, bon, la majorité de l'époque, au mois de mars, votait ce que voulait le président Sarkozy, donc là, pas de problème, ils étaient dans leur logique, mais à notre grand étonnement, à part une vingtaine de députés, la grande majorité des députés socialistes se sont abstenus. Au motif, a dit M. Hollande, qu'il n'y avait aucun lien entre le MES et le fameux pacte budgétaire, le pacte Merkel-Sarkozy. Eh bien, voilà ce que l'on trouve dans le MES. Il est clairement dit que ce fonds ne pourra être activé que par les États qui auront ratifié le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union européenne, qui auront ratifié le pacte budgétaire. C'était donc, pour le dire gentiment, un gros mensonge du candidat président.